Public Sénat et l'INA vous présentent l'info dans le rétro. Vive la France! En plein centre de Paris, dans le quartier populaire de l'Hôtel de Ville, entre les Halles et le Marais, s'élèvera en 1975 le Centre d'art contemporain. Immense architecture de métal et de verre qui regroupera l'ensemble des activités culturelles et artistiques. Le quartier Beaubourg, avant sa rénovation, petite image nostalgique, avant que soit construit le centre Georges Pompidou, qui fête cette année ses 40 ans. Nous reviendrons sur ce bâtiment signé Renzo Piano et ses débuts contestés. Bienvenue dans l'Info dans le rétro, l'émission qui éclaire l'actualité à la lumière de l'histoire. Mais d'abord, le PS. Est-il au bord de la rupture? Deux visions du socialisme se sont affrontées pendant les primaires. Sont-elles vraiment irréconciliables? Ou ces luttes entre une gauche utopique et une autre réaliste sont-elles consubstantielles de la vie du PS, réinventée par François Mitterrand en 1971 à Épinay? Retour sur une histoire où les positions des personnes et les jeux d'idées semblent en mouvement perpétuel, mais où la recomposition a fonctionné en dépit des tensions extrêmes. Pour commencer, petite radiographie des fractures ouvertes entre deux visions d'idéal socialiste portées d'un côté par Manuel Valls et de l'autre par Benoît Hamon, un sujet signé Béatrix Moreau et Pierre Bonde-Joseph. Le débat d'hier soir a permis aux candidats de développer leurs points forts et aussi leurs divisions. Division sur l'économie, l'ancien ministre de l'Éducation nationale continue de défendre l'instauration d'un revenu universel, là où Manuel Valls préfère parler de revenus décents issus de la fusion des minima sociaux. Les deux hommes ont également exprimé leur divergence sur le sujet de la fiscalité de l'entreprise ou des rémunérations des salariés. L'ancien Premier ministre défend son bilan et souhaite maintenir la loi travail, première étape selon lui à la création d'une sécurité sociale professionnelle. Une position qu'il oppose à son adversaire Benoît Hamon qui s'engage, lui, à abroger la loi travail en cas de victoire à l'élection présidentielle. Mais pour cela, reste une étape, gagner les primaires. Réponse dimanche prochain. Alors, pour replacer l'actualité des fractures dans l'histoire du socialisme, deux personnalités m'accompagnent ce soir. Louis Mermaz. Bonsoir Louis Mermaz. Bonsoir. Alors vous avez été évidemment président de l'Assemblée nationale entre 1980 et 1986, plusieurs fois ministre, notamment de l'agriculture, et sénateur bien sûr. Et puis vous avez publié vos mémoires, il faut que je vous dise, chez Odile Jacob. Vous avez même eu un courant, on appelait ça les Mermaziens. Je tenais à le rappeler parce qu'on y reviendra peut-être dans le cours de l'émission. Et Guy Bedos avait même déclaré un jour qu'il donnait un spectacle au Théâtre Antique de Vienne, Mermazien. On a l'impression que ça fait maladie de peau. Guy Bedos, vous avez à la bonne donc. Avec vous un historien, Alain Bergougnoux, bonjour. Inspecteur général de l'Éducation nationale, membre de l'Observatoire de la laïcité. Vous êtes aussi au conseil scientifique de la Fondation Jean Jaurès. Et vous avez publié un livre qui est bien connu sur l'histoire du socialisme, Le long remords du pouvoir, qui est maintenant en poche aux éditions Pluriel. Vous êtes aussi un homme engagé, puisqu'il me semble me souvenir que vous aviez été parmi les conseillers de Michel Rocard, fut un temps. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'était un honneur. Pour commencer, vous avez vu l'état actuel des fractions. En une phrase, les deux gauches vous paraissent irréconciliables aujourd'hui? Absolument pas, car toute l'histoire du Parti socialiste est faite très souvent, heureusement, de réconciliation. Alain Bergougnoux, face à ce mouvement, à ces tensions qu'on voit aujourd'hui, c'est une recomposition ou le PS risque-t-il de mourir? Certainement pas, il y aura toujours un parti socialiste, mais on ne sait pas ce qu'il sera exactement, son influence. C'est pas tellement la réconciliation en son sein qui aujourd'hui fait problème, c'est l'éclatement de la gauche française. Entre la gauche mélenchoniste, la gauche, même pas une gauche d'ailleurs, un centre macronien, et la difficulté de la situation, elle vient du dispositif et du système des partis aujourd'hui. Nous, on va remonter dans le passé, à un moment où le Parti socialiste, qui était né en 1969, qui avait été refondé, on va dire, en 1971 au congrès d'Épinay autour de François Mitterrand, à l'époque on disait unité à tout prix, on va voir une archive. Quelques années plus tard, on est en 1979, c'est au congrès de Metz, et on va voir qu'il y a déjà une première fracture qui intervient dans l'histoire du Parti socialiste entre deux hommes, deux personnalités, François Mitterrand et Michel Rocard.
C'est vrai que le congrès de Metz est un drame à 4 personnages. Avec un grand premier rôle d'abord, François Mitterrand. Il est sûr de lui, invite les autres à le rejoindre, mais après 2 jours de congrès, il n'a pas vraiment fait de pas dans leur direction, et même, la salle trouve quelquefois que ses avis, que ses amis sont trop abrupts. Autre personnage, le jeune premier, Michel Rocard. Lui non plus, il ne bouge pas et s'apprête tranquillement à devenir le leader d'une minorité. Mitterrand et Rocard symbolisent aujourd'hui 2 lignes politiques qui auront du mal à se rejoindre. Bon, Alain Bergogneau. Oui. Mitterrand, Rocard, c'est la grande fracture des années 70 au sein du Parti socialiste. D'où vient-elle? Que signifie-t-elle? Je ne dirais pas, d'abord, c'est la grande fracture, c'est le grand débat, ce qui n'est pas la même chose, parce que, après, Michel Rocard, minoritaire, a soutenu très, très loyalement François Mitterrand en 1981, donc le parti n'était pas au bord d'une rupture. Mais c'est le grand débat, parce que, d'abord, ça vient des années 60, des divisions de la gauche, et puis, dans le fond, il y a trois problèmes, c'est-à-dire, il y a un problème de fond, c'est-à-dire c'est sur la ligne politique, la place du marché, la place du plan, en réalité donc la place de l'État. Vous diriez Mitterrand plus marxiste officiellement et Rocard pas marxiste? À la tête d'une coalition qui avait défini une ligne à Épinay et qui était effectivement, qui faisait confiance dans la capacité de l'État réformateur avec les nationalisations, etc. Et puis il y avait un débat stratégique qui était le rapport au Parti communiste. Là, il faut bien voir qu'en 1979, c'est 1 an et demi après la rupture de l'automne 77, hein, à peu près. Donc il y a un débat, faut-il poursuivre l'union de la gauche telle qu'elle était avant 1977 ou aller vers une union différente, plus union des forces populaires et moins de proximité vis-à-vis du PC. Et puis évidemment, il y a 2 ambitions. Il y a 2 ambitions présidentielles. Alors à l'époque, on ne parlait pas de primaire parce que ça se passait au sein du Congrès et avec les militants socialistes. Et ces 3 données expliquent que c'est un grand débat, mais qui n'a pas donné lieu à une grande fracture. Alors je vous entends, mais Louis Mermaz, vous étiez à ce congrès. Rocard opposait traditionnellement 2 cultures. Vous penchiez vers laquelle? J'étais déjà au congrès d'Épinay, qui fut un congrès d'unification. Michel Rocard et ses amis nous ont rejoints en 1974, les assises du socialisme. En 1979, il y a un problème d'ambition. Alain Bergogneau vient de le dire, les hommes politiques ne sont pas éthérés. Il y a 2 ambitions présidentielles, c'est tout à fait légitime dans un parti. On est en 1979, 2 ans plus tard, le Parti socialiste remporte les élections, François Mitterrand devient président de la République. On applique une partie du programme, nationalisation, retraite à 60 ans, semaine de 39 heures, hausse des salaires. Donc il y a quand même une politique sociale qui est menée. Mais 2 ans plus tard, c'est 1983. Et en 1983, Jacques Delors, qui est ministre de l'économie et des finances, va faire une intervention télévisée pour expliquer que désormais, on est rentré dans la rigueur et que la rigueur a une implication en matière de licenciement et de restructuration de l'économie, c'est-à-dire en fait que les socialistes vont être obligés de fabriquer des chômeurs. Écoutez le ton dramatique de Jacques Delors. À l'époque, ça fait scandale. Un licenciement sec, ce n'est pas admissible. Mais un licenciement s'accompagnant d'un effort de formation, d'une indemnisation correcte, avec des perspectives de voir se créer de nouvelles activités dans les régions les plus en difficulté, ça, ce sont des opérations qu'il faut faire. Et je le dis bien franchement, si nous ne les faisons pas aujourd'hui, si nous les retardons, si nous déversons des subventions parce que nous n'osons pas le faire, alors ce sera encore plus coûteux dans 2 ans, peut-être même infaisable, et là, vraiment, avec des licenciements secs. Alain Bergogneau, ce tournant de 1983, c'est la révolution mentale du Parti socialiste français. Oui et non. D'abord, c'est un tournant. Mais c'est pas un tournant qui s'est joué en quelques jours. En fait, c'est une évolution depuis 1982, depuis l'été 82, parce que le programme qui a été mis en place et qui est presque dans son entièreté reposait quand même sur l'idée que ça allait anticiper une croissance mondiale. Or, dans le fond, ce qui s'est passé en 1982-1983, sans qu'on en ait conscience,
conscience, c'est l'entrée dans la mondialisation libérale avec la politique américaine et la politique anglaise. Et à partir de là, le socialisme simplement de relance, de demande dans un seul pays n'était plus possible. Et c'est ça le choix stratégique qui a été fait. Et par François Mitterrand, entre 1982 et confirmé en 1983. Alors ça a donné lieu à un débat, mais pas un débat avant, ça a donné lieu ni sur le moment, ça a donné lieu à un débat après, et notamment à l'automne, au congrès de Bourg-en-Bresse, notamment avec Jean-Pierre Chevènement. Parce que dans cette question-là, il y avait toute la question de l'Europe. Est-ce qu'on sort du système monétaire européen ou non? Oui, Mermaz, vous étiez à cette époque un des dirigeants socialistes, vous avez défendu la politique de rigueur. Est-ce que pour vous, c'était pas une forme de révolution par rapport à la doctrine? Je présidais alors l'Assemblée nationale. On parlait à l'époque de pause. Nous avions la perspective que ça ne changeait rien à notre vision du monde. Et je me souviens de François Mitterrand, à la fin de sa vie, lorsqu'il s'était approché d'un congrès socialiste à Liévin, où il nous avait parlé à la mairie, qui avait dit quelque chose: dans la vie, je comprends qu'on change de parole à condition qu'on ne dise pas le contraire d'avant. Donc le problème, c'est d'avoir une vision, et même si on est obligé parfois de composer, ce que je vais vous dire est très important. Jean Popren, qui était une tête solide, qui a été comme nous pour la rupture, a eu cette formule magnifique: il faut une rupture progressive. C'est-à-dire qu'on ne peut pas du jour au lendemain changer les choses. Le capitalisme ne sera pas éternel. Il vivra plus longtemps que nous, hélas. D'accord, alors je vous entends, il faut une vision à long terme. On va galoper, on va sauter des étapes. Parce qu'effectivement, le Parti socialiste est traversé de tensions, de courants dans les années 90. On pense à l'opposition Jospin-Fabius, puis Jospin-Emmanueli. Ensuite, on se souvient de la façon dont se considère un nouveau courant de la gauche autour d'une personnalité assez intéressante que je vous propose de voir en 2005 parce qu'il ose défier le secrétaire de son parti, en l'occurrence à l'époque François Hollande, qui a obtenu un oui par référendum pour le traité constitutionnel européen, un oui des militants socialistes, et lui continue à dire qu'il faut voter non, il appelle à voter non, c'est Jean-Luc Mélenchon. Soudain, dans ce meeting pour le non hier soir, une ambiance de victoire électorale. Ce n'était que l'annonce d'un sondage. Le non représenterait 51% des opinions. Même Jean-Luc Mélenchon, l'invité d'honneur de cette soirée, semble ne pas en revenir. Lui, le franc-tireur du PS, lui qui, malgré la consigne du parti, malgré sa ligne officielle pour le oui, fait campagne pour le non et met en pièces le traité constitutionnel. Beaucoup d'entre nous qui sommes rompus à la lecture de ce type de texte, nous-mêmes, nous n'y comprenons rien. Et je vais vous dire, c'est fait pour. Le non socialiste existe. Il prend sa place dans le nom de gauche. On a lu sur les lèvres de Jean-Luc Mélenchon qui se retourne pour parler à sa voisine derrière lui et qui lui dit « tu y crois ça ?» Donc lui-même paraît surpris. Alain Bergogneau, vous disiez que l'Europe devient l'élément de rupture et de distinction au sein du Parti socialiste. C'est un point majeur parce que c'est à partir de effectivement 1983 jusqu'à 2005 et jusqu'à aujourd'hui que se cristallise en fait bon nombre d'oppositions. Parce qu'il y a ceux, dans le fond, qui rêvent et qui veulent retrouver des libertés et non pas s'inscrire dans un cadre européen forcément contraignant et puis qui fluctue selon les rapports de force politiques, parce qu'il n'y a pas que des socialistes en Europe et les socialistes eux-mêmes ne sont pas, entre les différents pays, ne sont pas toujours d'accord. Donc c'est le point fondamental. Et pour Jean-Luc Mélenchon, qui n'était pas... Il n'est pas poussé à la rupture, là, en l'occurrence. Non, il n'est pas poussé, pas poussé à la scission. Non, mais c'est lui qui la fera en 2008 pour d'autres raisons, après un autre congrès. Mais pour Jean-Luc Mélenchon, 2005, et moi c'est mon interprétation, mais je crois qu'elle est assez juste, pour lui c'est le moment où il se découvre leader potentiel, non pas d'une France insoumise, mais de la France du non. Parce qu'il a été un des grands orateurs du non, France entière, avec les communistes et avec quelques autres. Et à partir de là, c'est là qu'il constitue véritablement sa conception. Et on voit bien aujourd'hui qu'il mène une critique fondamentale de l'Europe. Donc 2005, c'est un point important. Le Parti socialiste, pour l'essentiel, s'est rassemblé après 2005, malgré une vive opposition interne qui a été dure et douloureuse. Mais la gauche française
est profondément divisé par la question européenne et on voit bien que c'est une réalité aujourd'hui. Alors Louis Mermaz, dans cette époque, avec ce nouveau clivage, au fond, qui se fait jour, qui n'est plus un clivage sur le rôle de l'État, mais qui est un clivage sur le rôle de l'Europe, est-ce que la synthèse... est-ce que la synthèse est encore possible ou est-ce qu'au fond, on n'a pas au sein du Parti socialiste des gens qui cohabitent mais qui n'ont plus rien à voir ? Ce qu'il y a, c'est que la synthèse s'est faite. Elle s'est faite en novembre 2005 au congrès du Parti socialiste qui se tenait au Mans. Alors ça vous étonnera peut-être, mais elle s'est faite la synthèse. On peut en penser ce qu'on en pense. Moi, mon avis, c'est qu'il aurait fallu être plus ferme au moment de la campagne des socialistes interne et puis surtout au milieu de la campagne officielle. Plus ferme, vous voulez dire vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon et vis-à-vis des opposants comme Montebourg, comme Peillon ? Il n'aurait pas pu accepter qu'un certain nombre de responsables du Parti socialiste fassent campagne contre leur parti. D'ailleurs, François Hollande avait commencé par dire il y aura une seule campagne, ce sera celle du Parti socialiste, ce sera celle du oui. Puis finalement, étant donné qu'ils ont désobéi, il n'a pas engagé quelque procédure que ce soit contre eux. Je vais vous demander une dernière petite réaction à tous les deux. On a retrouvé une image d'archive qui nous montre une des tendances du Parti socialiste, le nouveau Parti socialiste, le NPS. On est après le vote du traité constitutionnel européen et on va voir ces leaders, on va voir quel est leur objectif, on va voir qui ils sont et par rapport à aujourd'hui, ça ne manque pas de saveur. Avec leurs troupes, ils pèsent pas loin de 20% au sein du PS. Démonstration de force hier à quelques kilomètres de La Rochelle. Les militants du NPS sont venus en nombre. Malgré les déchirements, personne ne croit ici à une implosion du parti. En revanche, on souhaite clairement avoir la tête de François Hollande. L'heure n'est pas à la division du Parti socialiste, l'heure n'est pas à la division de la gauche face à une droite omniprésente, elle est au contraire au rassemblement des socialistes, mais permettant le sursaut, c'est-à-dire avec une ligne politique changée, avec des équipes renouvelées. Le risque de scission, il n'existe que dans la tête de ceux et celles pour qui le Parti socialiste est devenu insupportable à leurs yeux. Et moi je pense que quand un Bernard Kouchner dit « osons risquer la scission », qu'il ose quitter le Parti socialiste. Aujourd'hui, Arnaud Montebourg et Vincent Peillon sont très courtisés par les amis de Laurent Fabius comme par ceux de Dominique Strauss-Kahn. De quoi aiguiser la rivalité entre les deux hommes qui se verraient bien et l'un et l'autre au poste de premier secrétaire. Belle confiance, je vous voyais commenter la position de Hamon sur Kouchner. Belle confiance dans le parti ? Oui, mais d'ailleurs, aujourd'hui, Benoît Hamon doit nourrir la même confiance, parce qu'il en aura vraiment besoin. Mais comme je vous l'ai dit, les difficultés, ce sont par rapport à cette période, parce que tout ne se ressemble pas, les contextes sont très importants. Les difficultés aujourd'hui sont plus lourdes, parce que c'est l'état d'ensemble de la gauche française qui est beaucoup plus fracturé qu'il ne pouvait l'être encore il y a 15 ans. Je vous entends. Louis Mermaz, quand vous voyez Arnaud Montebourg, main dans la main avec Vincent Peillon et Benoît Hamon, et aujourd'hui la concurrence entre leaders qui représentent des tendances différentes, ça vous rappelle des souvenirs sur le PS de 71, ou pour vous, c'est vraiment un nouveau Parti socialiste, comme il le prétendait ? Le Parti socialiste, à partir du moment où il est vivant, ne cesse de changer. Le Parti socialiste de 71 constitue un socle, et à partir de là, les choses vont bouger. Mais encore une fois, comme il était dit dans cette citation, le dire différemment, mais pas dire le contraire. Bon, le Parti socialiste... Vous avez l'impression qu'ils disent le contraire, là ? Non, absolument pas. Aujourd'hui, par rapport à ce qu'ils disaient en 2005 ? Non, je parle de l'avenir. Il ne faut pas que le Parti socialiste dise demain le contraire de ce qu'il a dit à partir d'Épinay, mais qu'il développe, qu'il évolue, qu'il bouge, c'est évident. Le Parti socialiste n'est pas une langue morte, ça doit être une langue vivante. Donc je pense qu'il faut à la fois le réalisme, parce qu'il faut être un parti de gouvernement, mais il faut en même temps avoir la vision qui fasse qu'on entraîne les gens. Et d'ailleurs, chaque fois que dans une grande réunion, c'est ce que faisait Mitterrand, c'est pour ça que je le cite si souvent, François Mitterrand, il disait oui, il faudra faire ceci, ceci, cela. Il disait d'ailleurs, quand on annonce des mesures, les gens disent « Oh, qu'est-ce que ça va donner pour moi ?» et ils s'inquiètent. Mais il faut transcender cela en les emmenant vers une vision, un enthousiasme d'avenir. Il faut de la générosité dans la politique. Et parfois, moi, je trouve que c'est un beau mot de la fin. Je trouve que c'est un très beau mot de la fin. Il faut de la générosité dans la politique. Je vous remercie beaucoup, tous les deux, d'être venus à l'info dans le rétro aujourd'hui. En plein centre de Paris, dans le quartier populaire de l'Hôtel de Ville, entre les Halles et le Marais, s'élèvera en 1975 le Centre d'art contemporain. Immense architecture de métal et de verre qui regroupera l'ensemble des activités culturelles et artistiques.
ce quartier populaire deviendra demain le rendez-vous des artistes. Alors, on l'a appelé la raffinerie, l'usine à gaz et même Notre-Dame des Tuyaux. Nous allons maintenant, ensemble, souffler les 40 ans d'une institution devenue lieu incontournable de la culture en France et même au-delà. Je veux bien entendu parler du Centre Georges Pompidou qui fête ses 40 ans. Un projet de Renzo Piano, Gianfranco Franchini et Richard Rogers qui, au départ, a eu du mal à s'imposer dans ce quartier de ruelles qu'était le quartier Beaubourg. Pour analyser ce projet, une historienne de la culture nous a rejoint, Julie Verlaine, maîtresse de conférences à l'Université Paris 1, membre du Centre d'Histoire sociale. Votre dernier livre porte sur le galeriste célèbre Daniel Templon, chez Flammarion. Daniel Templon, dont la galerie se trouve évidemment rue Beaubourg. Rue Beaubourg. Donc voilà, tout était lié. Julie Verlaine, pourquoi est-ce que Georges Pompidou a voulu un centre national d'art au centre de Paris, alors que c'était déjà une ville assez muséale ? Oui, il était amateur d'art, mais pas de n'importe quel art contemporain. Et il y avait le Louvre, il fallait un musée du XXe siècle et il avait envie aussi d'un lieu qui ne soit pas qu'un musée, avec un lieu de bibliothèque, un lieu où on peut entendre de la musique, donc quelque chose de très, très nouveau qui n'existait nulle part ailleurs. Et les Halles étaient parties à Rungis, donc le parking du plateau Beaubourg s'était libéré et c'était un immense espace libre pour imaginer un grand lieu culturel. Mais il faut rappeler aussi que Georges Pompidou aimait l'art contemporain lui-même et avait des amis artistes. Il était collectionneur et un collectionneur qui allait dans l'atelier des artistes, qui n'était pas seulement un familier des galeries, mais qui allait voir les artistes dans leur atelier. L'objectif, c'était aussi d'aider les artistes contemporains français ? Oui, il y avait une pensée de la création, une réflexion sur la place de Paris dans le monde de l'art, avec la rivalité avec New York, qui était très très forte à ce moment-là. Et donc, il manquait à Paris le MoMA de New York. D'accord. Alors, c'est un projet, vous vous en doutez, qui n'est pas allé sans opposition. Nous, on en a retrouvé une dans les archives. Vous allez peut-être la trouver un peu vulgaire, je ne dis pas. C'est celle du peintre Bernard Lorzou. On dit Lorzou, ça s'écrit Lorjou. Et vous allez voir qu'en 1976, il a un jugement assez sévère sur le projet Beaubourg. Le peintre Lorjou part en guerre contre le centre Beaubourg et vous allez voir, il n'y va pas avec le dos du pinceau, comme en témoigne l'affiche qu'il vient de signer dans un langage un peu vert. Beaubourg, dans sa forme, son esprit, sa conception, sa fonction, par les gens qui le dirigent et qui l'animent, ça n'est que de la merde, rien que de la merde, totalement de la merde. Et il y aura beau y avoir 100 milliards de visiteurs, ça ne changera rien. Pourquoi tant de virulence, Lorjou ? Parce que c'est le Beaubourg, c'est la mainmise de l'État ou d'un régime sur l'art. C'est la suppression des salons et c'est une sorte de dictature au profit d'un groupe ou d'une catégorie de gens. On leur dira voilà l'art qui est et c'est la disparition de l'art libre. C'est la disparition de l'art libre. Bernard Lorzou contre l'art officiel. Est-ce qu'il avait raison ? Alors, il faut évidemment replacer ça dans toutes les querelles esthétiques très très violente de l'époque. Lorjou est un peintre figuratif et la peinture prônée par Pompidou et puis par ce futur centre Beaubourg, c'est une peinture abstraite et puis une peinture des avant-gardes historiques et pas du tout celle que fait cet artiste-là, donc qui est complètement oublié, hein, vous l'avez dit. Donc, je ne l'ai pas dit, c'est vous qui le dites. Je ne me permettrai pas. Tous les téléspectateurs se sont demandé qui était ce peintre. Et donc la levée de bouclier qu'on voit là et qui conflue avec plein d'autres, pour d'autres raisons, c'est vraiment le rejet du projet hyper moderniste. On ne comprend pas le projet de lieu et on ne comprend pas non plus son architecture. Alors justement, dites-nous-en un peu plus. Qu'est-ce qu'on reproche à cette architecture? Est-ce que c'est lié au problème du contexte de ce petit quartier de ruelle ou est-ce que c'est un problème plus fondamental? C'est plein de choses. C'est effectivement le bouleversement total de ce quartier historique, extrêmement ancien, médiéval, de Paris, le départ des Halles. Mais vous nous avez dit que Beaubourg était construit sur un parking, on l'a vu à l'image oui, quand même. Donc, oui. C'était un îlot insalubre. Rien, l'îlot Saint-Martin était insalubre. Donc la plupart des maisons, on le voit très bien d'ailleurs dans les images que vous avez montrées tout à l'heure, la plupart des maisons étaient sur le point de s'effondrer. Il y avait des étais. Donc on était dans un quartier qui était à repenser totalement. La polémique, ça a été sur comment on le repense et comment on envisage ce nouveau lieu sur cette grande place, puisque l'idée des deux architectes, Piano et Rogers, c'était une place
pour que les gens circulent, et puis un lieu haut qui dépasse le toit des immeubles parisiens pour y installer donc ce lieu culturel. C'est les tuyaux, la couleur des tuyaux qui choque? C'est le métallique, le verre et oui, ces tuyaux, cette raffinerie de pétrole, hein, comme on l'appelle à ce moment-là, c'est tout cet esprit moderniste qui tranche radicalement avec Notre-Dame de Paris qui est à quelques dizaines de mètres, avec le Louvre bien évidemment, et donc il est vrai qu'il y a une campagne d'opinion extrêmement hostile sur le style architectural de ce bâtiment. C'est essentiellement des pétitions, des articles, un peu de mobilisation? Oui, un petit peu de mobilisation et puis très vite, un immense succès populaire. Et politiquement, la droite, comment elle se situe? Parce que c'est quand même, il faut le rappeler, le président Valéry Giscard d'Estaing qui prend la suite de Georges Pompidou pour aboutir dans ce projet. Donc a priori, ceux qui pourraient être éventuellement les conservateurs ont l'air plutôt progressistes. Oui, ça dépasse complètement les clivages. Parce qu'on sait que Giscard d'Estaing n'était pas favorable à ce projet, a failli le faire capoter. Et celui qui, finalement, s'est battu pour que ça finisse par arriver, c'est Jacques Chirac. Donc, il n'y a absolument pas de superposition entre la droite et la gauche sur ce dossier-là. Au moment où il devient maire de Paris, voilà. Mais le centre était quand même ouvert. Donc, c'était comme Premier ministre? Oui, comme Premier ministre en 1975, au moment où vraiment les choses commencent à sérieusement s'envenimer. Le budget a explosé, la construction a pris du retard. Il était prévu pour 74-75 ce centre, et puis il ouvre le 31 janvier 1977. Alors, on va voir là un reportage sur le premier anniversaire du centre Beaubourg, qui est présenté par le journal télévisé avec, on va dire, un certain triomphalisme. Avec plus de 6 millions de visiteurs en un an, le centre Beaubourg est incontestablement un succès. Le dessin du président Pompidou s'est magnifiquement réalisé. C'est ce que souligne à l'occasion de ce premier anniversaire Jean Millet, le président du centre. Signe de la vitalité de cet ensemble culturel exceptionnel, sa fréquentation. Sur 10 visiteurs, 5 y sont venus plusieurs fois. On est donc rassuré, l'originalité architecturale n'est pas le seul objet de curiosité. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans ce reportage, c'est qu'au passage, on voit que certaines œuvres sont encore en place, que d'autres, par contre, ont bougé. Qu'est-ce qui, selon vous, a expliqué le succès de ce centre et son emprise très rapide, finalement? C'est une curiosité immédiate. Dès l'entrée, dès le premier jour, dès le 31 janvier 1977, on attendait 5000 personnes, il y en a 25 000 qui sont venus. Une curiosité et puis ensuite une familiarité des Parisiens pour le lieu. Et finalement, moins le musée que la bibliothèque publique d'information, qui est un lieu important pour beaucoup de Parisiens. Une bibliothèque de lecture publique, gratuite, ouverte à tous. Et puis le pari de Pompidou, qui a finalement été réussi, c'est que les lecteurs de la bibliothèque finiraient par monter au musée. À l'époque, on montait par le même escalier mécanique et on entrait, premier étage, la bibliothèque et ensuite plus haut le musée. Et ce pari, visiblement, les études sociologiques l'ont bien montré, il a été réussi. Alors, des lecteurs sont venus au musée. Alors juste d'un mot, le musée, il y a peu de collections permanentes, mais surtout des grandes expositions. Vous pouvez en un mot nous rappeler éventuellement celles qui ont lancé un petit peu le... Celles qui ont lancé Beaubourg, c'est les fameuses Paris-Berlin, Paris-New York d'abord, Paris-Moscou, Paris-Berlin, Paris-Paris. C'est-à-dire l'idée de faire des grandes présentations transversales. Il n'y avait pas seulement des œuvres d'art plastique, peinture et sculpture, il y avait aussi beaucoup de musique, de design, et montrer le dialogue entre les capitales culturelles. Ça, c'était tout à fait Je vous remercie beaucoup de votre clarté, Julie Verlaine. Je rappelle le titre de votre livre, sur Daniel Templon, un grand galeriste, qui est aussi une histoire de l'art, chez Flammarion. Et puis, on va se quitter. Traditionnellement, on retrouve un des hommes politiques. C'est un des hommes politiques qui est parti cette année. C'est Barack Obama qui nous dit au revoir. Bonsoir. Thank you very much, Press Corps. Good luck. Vive la France. L'info dans le rétro vous a été présentée par Public Sénat et l'INA.